Sol, l'homme que j'ai créé. Mais Noé trouve grâce aux yeux de Dieu. Dieu a dit, « Je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. » Fais-toi une arche. De tout ce qui vit, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, un mâle et une femelle. Qui n'a jamais entendu parler de Noé, de son arche et du déluge? Pour beaucoup, il s'agit d'une incroyable fable. Pour les quelques 4 milliards d'adeptes du judaïsme, du christianisme et de l'islam, c'est un pilier de leur foi. Attendez, arrêtez-vous. Jetez un coup d'œil. Approchez-vous, hein, ça mord pas. Votre attention, s'il vous plaît. Éléphant 7 pour Andromeda, paré à la télétransportation. Montez sur la plateforme. Et c'est de là qu'ils viennent. Veuillez patienter quelques instants, le temps pour nos ordinateurs de vérifier votre trajectoire. Merci. On se croirait en pleine science-fiction. J'ignore comment ils arrivent à réaliser de telles choses. Pour moi, c'est de l'antigravitationnel moléculaire. Enfin, c'est quelque chose dans le genre. C'est génial comme transport, non? Il y a des moments, on se croirait dans un énorme aéroport. The eyes of the world are on Hope Plaza today, as the 10th pilgrimage prepares to depart for Terra Nova, bringing the total number of colonists to over 1,000. Give me security. Whatever happens, keep moving. Sir, I need you to step out of line. We go in there, we can't come back. We will be right behind you. I won't go without Dad. Go with your brother. It's Dad. We'll find a way. Citizens of 2149, together, we are at the dawn of a new civilization. Welcome to Terra Nova, folks. Welcome home. Starting home. It's family. Enfoui depuis des millénaires. Un mystère. Un secret. Un passage vers le futur. Où l'avez-vous trouvé? J'avais jamais rien vu de ce genre. Un homme saura décrypter le code et ouvrir la voie. Il fallait lire Porte des étoiles. C'était là, ça nous crevait les yeux. Un autre commandera l'expédition. Pourquoi? Bonjour à tous, comme vous venez de le voir à travers ces petits extraits de films ou de séries télévisées américaines, le cinéma semble nous préparer, surtout préparer l'opinion à cette éventualité d'une probable évacuation de notre planète dans le futur. Un programme qui serait planifié par celui que nous appelons le grand monarque de l'Apocalypse. Je parle bien entendu de l'Antéchrist, celui qui doit précéder le retour du Christ. Parmi les extraits que vous venez de voir, vous avez eu un petit extrait du film Invasion Los Angeles. Vous en avez un autre, c'était la série télévisée Terra Nova.
Et enfin, le dernier, c'était Stargate, la porte des étoiles. Avec un tout petit bug, mais bon, c'est pas trop grave. Lorsqu'on évoque Noé, on pense immédiatement à la construction de son arche et du déluge qui s'en est suivi. D'après le récit biblique, lorsque les eaux ont commencé à monter, elles ont détaché l'arche de son socle en bois, qui l'a rattaché au sol. Ensuite, l'arche s'était mise à voguer sur les eaux déchaînées. Au bout du 7e mois, alors que Noé naviguait au gré des courants, l'arche finira par venir s'échouer sur le mont Ararat, une montagne localisée dans l'actuelle Turquie. Noé attendra que le niveau des eaux descende un peu plus pour ensuite faire libérer tous les animaux de l'arche. Comme le niveau des eaux continuera de descendre, l'arche finira par se poser définitivement sur le flanc de la montagne. Se retrouvant à une haute altitude, la neige va la recouvrir, et avec le temps, cette neige se transformera en une glace qui recouvrira entièrement l'arche, qui la cachera des yeux des curieux. Et en 1889, un tremblement de terre qui avait secoué cette région et plus précisément cette montagne, va libérer une partie de l'arche de la glace, ce qui va la rendre visible vue du ciel. Bien entendu, il faudra attendre encore quelques années pour voir apparaître l'aviation. Et à partir de cet instant, certains passagers d'avions qui survoleront le mont Ararat remarqueront cette étrange masse sombre qui semblait sortir de la glace. Aujourd'hui, on pense qu'un tel déluge ne pourrait plus se manifester, et pourtant. Dans le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, au verset 29, on nous dit que le ciel s'obscurcira et que des étoiles tomberont du ciel. Et dans les récits de l'Apocalypse, on parle souvent des 3 jours d'obscurité. Pendant ces 3 jours, un brouillard ténébreux devrait logiquement envelopper toute la planète. Et tout comme ce fut le cas pour Sodome et Gomorrhe, des pluies de météorites incandescentes s'abattront sur nos principales villes, qui, comme je ne cesse de le dire, sont devenues des Sodome et Gomorrhe en puissance. Mais que nous dit ce chapitre 24 de Matthieu, verset 29 ? Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Bon, là vous avez bien compris que quand on parle du Fils de l'homme, on n'évoque pas l'Antéchrist. Là on parle bien de Jésus-Christ. Parce que l'Antéchrist, lui, il va précéder cet épisode pour nous y préparer. Si on continue de parcourir le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, on nous explique au verset 37, 38, 39 que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera au retour de Jésus-Christ. Verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc cela signifie que le retour du Christ sera synonyme de catastrophe planétaire, donc l'Apocalypse. Beaucoup de clairvoyants et de médiums pressentent un changement de paradigme qui nous fera entrer dans une nouvelle ère. Par exemple, Dolores Cannon, qui était une spécialiste de l'hypnothérapie régressive, aurait reçu beaucoup de messages qui vont dans ce sens. L'hypnothérapie, c'est une technique d'hypnose qui permet de visiter la mémoire de notre subconscient. Et les informations qu'on en obtient nous renseigneraient sur l'activité de nos vies antérieures. Je parle de toutes ces vies que notre âme aurait vécues en des temps anciens. Dolores Cannon aurait ainsi travaillé sur des milliers de sujets lors de séances d'hypnothérapie régressive. Elle aurait entre autres écrit plus de 17 livres, et dans l'un d'entre eux, intitulé Les 3 vagues de bénévoles et la nouvelle terre, c'est un ensemble de sessions d'hypnothérapie régressive qui nous raconte ce nouveau paradigme. La théorie de Dolores propose qu'il y a une série d'âmes venant d'autres planètes et dimensions pour aider la Terre en ce moment. Beaucoup de ces âmes, qui sont d'une vibration plus élevée que celle des âmes résidentes de la Terre, s'incarnent sur la planète pour la première fois. Elles affirment que les âmes qui ont passé de nombreuses vies à se réincarner sur Terre seraient coincées dans un cycle karmique à répéter les mêmes schémas d'erreur et mêmes leçons, ce qui conduit à terme à la destruction de la planète. Ainsi, il
il y eut un appel pour des âmes plus pures à venir sur Terre pour purifier et élever la vibration de la planète. Mais maintenant incarnés, ces gens n'ont aucune mémoire de ce pourquoi ils sont venus. Ils viennent et une amnésie descend sur la personne qui perd le souvenir de ce pourquoi elle était ici. Mais ce groupe a une énergie qu'ils ont à projeter. Oui, parce que vous savez, lorsque une âme se réincarne ou s'incarne, sa mémoire de la vie qu'elle menait avant disparaît. Mais bien entendu, elle reste enregistrée dans le subconscient. Et bon, quelquefois, vous avez des résurgences de mémoire qui expliquent beaucoup de traumatismes que subissent certaines personnes aujourd'hui. C'est dû à certaines activités de leur ancienne incarnation. Tout au long des voyages de ces sujets, Dolores avait découvert que la Terre était l'une des planètes les plus denses dans l'univers entier. Une âme qui s'incarne ici était considérée, du moins est considérée comme courageuse, parce que la vie sur Terre, c'est une expérience très très difficile à intégrer. Surtout pour les âmes en provenance de royaumes supérieurs, et des planètes d'une vibration qui serait un peu plus élevée. L'ensemble de ces sujets ont la même réponse à la question sur la raison de leur venue sur Terre. Ils ont simplement entendu l'appel qui avait été lancé. La Terre passe par une transformation majeure, que l'état des sujets de Dolores n'est jamais arrivé auparavant. Pour la première fois, une planète entière est en train de changer sa vibration pour une nouvelle fréquence dimensionnelle. Beaucoup d'âmes ou de groupes d'âmes ont connu un changement de ce genre dans le passé, mais jamais à un niveau aussi planétaire. Car c'est toute la planète qui va basculer dans une nouvelle ère. Alors que dans le temps, ça concernait certaines civilisations. Par conséquent, explique Dolores, l'univers tout entier a des sièges au premier rang pour l'un des spectacles les plus grandioses jamais vus. Par conséquent, l'appel à l'aide avait été lancé et des âmes ont rapidement sauté dans le wagon pour aider. Et il est intéressant de voir qu'à travers ces nombreuses séances de sujets, Dolores avait également beaucoup écrit sur la civilisation perdue de l'Atlantide. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans certaines de mes vidéos sur cette civilisation disparue qu'on appelle l'Atlantide. Et je vous ai expliqué que beaucoup des réfugiés de ce continent ont émigré vers l'Égypte sous la pulsion divine, et ils ont ramené avec eux une partie de leur science et de leur technologie. Vous allez me poser cette question, pourquoi cette technologie n'apparaît pas en Égypte? C'est parce qu'ils ont reçu l'ordre, après avoir construit certains monuments, de camoufler, de cacher ces appareils. Parce que, à cause de l'énergie qui a été développée, on peut reproduire ce qui avait détruit le continent. Donc comme ils ne voulaient pas reproduire ce qui avait détruit leur continent, ils ont décidé d'un accord de tout cacher sous le plateau de Gizeh, parce que vous avez des salles souterraines. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, on peut accéder à ces salles par la patte droite du Sphinx. Parce qu'il y a un escalier qui descend jusqu'en bas et qui vous plonge dans un complexe souterrain composé de plusieurs pièces. Et on nous explique, du moins le grand médium américain Edgar Cayce nous explique que les archives de l'Atlantide seraient entreposées dans l'une de ces pièces. Dolores avait découvert que, comme l'Atlantide, il y avait eu de nombreuses civilisations qui auraient été détruites par le passé. Chaque fois que les gens arrivaient à un point où ils utilisaient l'énergie dans le mauvais sens et ne pouvaient pas contrôler, ils ont dû être arrêtés. Et à chaque fois, tout est remis à zéro sur la planète. La civilisation reviendrait au stade primitif pour tout recommencer. C'est pourquoi ils ne veulent pas que cela se fasse cette fois. Ils ne veulent pas recommencer avec la planète et commencer la vie pour l'humanité une nouvelle fois. Lors d'une séance d'hypnothérapie, une femme est retournée à Atlantis et disait la principale raison causant la destruction d'Atlantis. On m'a dit qu'il y avait des scientifiques à l'époque de l'Atlantide. Il y en avait d'autres qui s'amusaient avec ce qu'ils ont appelé la matière noire. On me dit que c'est la même chose que font maintenant les scientifiques quand ils s'amusent avec ce que nous appelons l'antimatière. Ils ont dit que nous devons le savoir parce que les scientifiques sont en train de faire la même chose actuellement. Le grand collisionneur de Hadron, expérience en Suisse, c'est la même chose. Ils sont en train de déconner avec l'antimatière. Les scientifiques qui sont maintenant en train de s'amuser avec l'expérience du grand collisionneur de particules n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils font réellement. Et c'est très dangereux.
Là, je voudrais mettre un petit bémol. Je suis entièrement d'accord lorsqu'on parle de ces accélérateurs de particules, hein, dans lesquels on fait des recherches sur l'antimatière. C'est comme je l'ai dit, en réalité, la finalité de ces accélérateurs de particules, c'est de mettre au point une arme à antimatière, hein, une arme qui désintègre tout. Et surtout les armes à faisceau de particules, hein, ce que vous voyez un peu dans le cinéma de science-fiction. Hein. Je nuance avec ce qui est dit là, parce que sur le continent de l'Atlantide, les scientifiques travaillaient sur un étrange cristal. C'est l'emploi excessif de ce cristal qui aurait détruit le continent de l'Atlantide. Puisque sur ce continent, vous aviez des centrales, comme nos centrales atomiques ou électriques, ou nos barrages hydroélectriques. Hein. Et il y avait des centrales qui fonctionnaient grâce à la puissance d'un cristal. Et ces centrales étaient disséminées sur tout le continent atlante. Et vers la fin lorsqu'on se rapprochait de la destruction, certains rois de l'Atlantide ont surexploité l'énergie de ce cristal. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a complètement détruit le continent. Ça ne l'a pas détruit une seule fois, hein, puisqu'il y a eu 3 destructions successives qui se sont étalées sur plusieurs milliers d'années. Hein. La dernière avait carrément disloqué le continent en plusieurs grandes îles, et ces îles ont sombré sous le continent, sous la mer. Aujourd'hui, comme l'expliquait le médium américain, vous avez une remontée du sous-sol sous-marin, un sous-sol géologique, hein, vous avez les plaques qui travaillent, et en remontant, ben, on va commencer à revoir certaines constructions qui avaient existé il y a de cela plus de 10 000 ans. Surtout des pyramides qui vont ressurgir tout doucement, hein, puisque les centrales d'énergie Atlante n'étaient pas dans ces pyramides, hein, c'était surtout, ils étaient conçus dans des sortes de bâtiments avec un toit en forme de dôme, un peu comme nos observatoires astronomiques. Hein. Sauf que le dôme s'ouvrait et permettait au cristal de réceptionner et recevoir de la lumière dite astrale, hein, ce qui le rechargeait. Ensuite, une fois chargé, ce cristal réémettait de l'énergie vers les différents appareils Atlantes qui, eux, étaient équipés d'un cristal qui, lorsqu'il réceptionnait le rayonnement de ce grand cristal, le transformait en énergie. Ce qui faisait marcher les appareils, hein, les machines, et même les appareils volants, parce qu'à cette époque, vous aviez des appareils volants. C'est ce que vous voyez dans un hiéroglyphe en Égypte, hein, c'est le fameux hiéroglyphe d'Abydos. Vous avez 4 dessins d'appareils volants, mais ça c'est l'héritage atlante. Hein. Tous ces appareils, comme je l'ai dit, ont été cachés. Hein. Ben, si ces expériences scientifiques avaient continué à l'époque de l'Atlantide, hein, du moins cette surexploitation du cristal, hein, ben, il aurait brisé la grille de la planète, hein, provoquant une implosion carrément de la planète. Hein. Et cela aurait résonné dans tout l'univers. Hein. Mais bon, ils ont été arrêtés avant qu'on en arrive à ce stade, puisque comme vous le savez, la destruction a mis un terme à cette surexploitation du cristal atlantain. Bah, actuellement, nous entrerons dans une nouvelle fréquence, une nouvelle dimension où ce sera la nouvelle Terre. Hein. D'où la série TV, hein, le petit extrait que je vous ai fait voir, Terra Nova, hein, qui veut dire Terre Nouvelle. Hein. Dans cette série, Spielberg nous parle d'une planète qui serait tellement polluée que nos gouvernements, le gouvernement mondial, a décidé de commencer l'évacuation de la planète. C'est-à-dire on fait évacuer des gens vers d'autres mondes. Surtout là, ils atterrissent dans un monde peuplé de dinosaures. Et comme je vous ai dit que le temps n'est qu'une illusion, hein, le passé, présent et futur coexisteraient en même temps, mais dans un plan parallèle. Donc on peut remonter le temps et se retrouver sur une planète où les dinosaures sont toujours vivants. La Bible, dans le livre de l'Apocalypse, parle du nouveau ciel, hein, et la nouvelle terre. C'est la même chose que nous allons faire maintenant. C'est juste que Saint Jean, quand il avait eu la vision sur l'île de Patmos, hein, ne savait pas que cela allait nécessiter 2 autres millénaires pour arriver. La chose la plus importante est que nous vivons dans le moment le plus important dans l'histoire de notre planète. Et c'est très important d'être ici à ce moment.
Il y a des milliers d'âmes qui veulent être ici pour vivre cela, hein, même si elles ne peuvent tout simplement être ici que pour quelques heures. Hein. Toutes ces âmes disent que même s'ils naissent et meurent tout de suite, ils peuvent dire que j'étais là quand cela s'était produit. En langage plus clair, beaucoup de ces âmes savent que nous sommes entrés dans l'ère de l'Apocalypse. Cette ère où on va voir apparaître l'Antéchrist avec tous les prodiges qu'il va apporter avec lui. Hein. On va voir nos visiteurs extraterrestres se manifester au grand jour, hein, et sans censure, hein, puisque c'est le grand monarque qui va nous les présenter. Hein. Et à partir de cet instant, comme j'ai dit, ce grand monarque va réformer le monde, hein, va développer là, une technologie qui va permettre à l'humanité d'accéder à d'autres mondes, hein, puisque ça c'est dans la planification des desseins de Dieu. Repeupler d'autres mondes qui ne sont pas encore habités. Bien entendu, comme vous vous en doutez, on ne va pas envoyer les gens qui conduisent notre monde à une destruction. Donc, je parle des matérialistes, des laïcs, hein, et voilà. Donc il y aura un tri parmi toutes les personnes qui seront évacuées vers d'autres mondes. J'ai bien dit d'autres mondes, hein. Ça ne sera pas une planète bien précise, ça sera plusieurs mondes. Et bien entendu, comme vous venez de le voir dans l'extrait Stargate, la technologie en réalité existe, hein, puisque Stargate fait référence à certains black programmes américains, hein, dont j'ai parlé dans beaucoup de mes vidéos. Hein. Je parle de l'expérience de Philadelphie et de la base de Montauk. On aurait fait des essais pour ouvrir des vortex qui auraient conduit des hommes à visiter le temps, passé et futur. Et grâce à ces vortex et ces tunnels d'espace-temps, on aurait même pu voyager à travers l'espace vers d'autres planètes. Par exemple, d'après certains témoignages, on nous explique, hein, je n'ai pas de preuves, mais bon, je vous dis ce que certains témoignages me disent, qu'à Montauk, on aurait ouvert des tunnels qui auraient été branchés vers la planète Mars aussi. Et que probablement, ils prétendent avoir construit une base, mais à l'intérieur d'une montagne. C'est amusant parce que quand vous voyez le film Total Recall, on parle aussi d'une base. Hein. Donc je vous ai dit, certains films de science-fiction feraient allusion à des choses qui existeraient. Bon voilà, j'en ai fini. Hein. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai illustré cette vidéo par ce livre, hein. Les enfants indigos, hein. Vous savez ce que c'est que les enfants indigos, hein. C'est des enfants hyperactifs. Hein. L'arrivée de ces enfants sont un autre signe annonciateur. Et bien entendu, comme vous le voyez hein, dans la vidéo, il y a un petit papillon monarque. Oui, c'est pas par hasard que j'ai mis cette vidéo avec le papillon monarque. Puisque tout va graviter autour de ce grand monarque hein, qui, logiquement, devrait se manifester incessamment sous peu. Puisque, comme je l'ai dit, hein, à travers le cinéma, et à travers beaucoup de signes, on nous explique qu'il serait déjà né dans les années 70. Pourquoi on ne le voit pas et pourquoi il n'apparaît pas? Parce qu'il suit un calendrier divin. Tant que l'ordre ne vient pas d'en haut, vous ne le verrez pas. Tout en sachant que le gouvernement en France, puisque ce grand monarque va naître en France, comme je l'ai dit, hein, il va apparaître en France, tout en sachant que la République franc-maçonne et laïque qui dirige notre pays, la France, ne le voit pas d'un très bon œil. Donc cette monarchie républicaine laïque essaiera de l'empêcher d'approcher. Hein. Mais comme vous le savez, hein, quand un programme suit une planification divine, logiquement, ce personnage se remanifestera et se représentera. Par contre, je pense qu'il réglera des comptes avec le pouvoir du gouvernement français et les autorités militaires. Hein. Il va poser des questions pour savoir la raison pour laquelle ils ont tout fait pour instaurer un blackout et une censure sur lui-même. Bien que ce grand monarque, comme je l'ai dit, serait probablement déjà connu, hein, et qu'il aurait envoyé des instructions, parce que si on ne l'approche pas, c'est que lui-même a demandé qu'on ne l'approche pas jusqu'à une date bien précise. Oui, vous avez vu le film Hibernatus, en réalité, on parle de ce mystérieux grand monarque.
Donc ceux qui ont fait le film s'adressaient indirectement à lui. Et les personnes d'un certain âge, lorsqu'ils regardent Hibernatus, se doutent bien qu'on parle de cette personne, qu'on appelle le grand monarque. Puisque lorsque Louis de Funès parlait de déshiberner l'autre, en réalité, c'est de réveiller la mémoire de la personne qui aurait perdu beaucoup de ses souvenirs. Pas par un accident, hein, c'est volontaire. Hein, parce que je pense que je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, il y a de fortes probabilités pour que la mémoire de ce grand monarque ait été altérée, c'est-à-dire effacée, du moins certains épisodes. Hein. Pas toute sa vie, certains épisodes ont été effacés, mais bon, ils vont ressurgir tout doucement au fur et à mesure. Plus il va se rapprocher de la date fatidique où il devra se remanifester, et plus ses souvenirs vont réapparaître. Bon, voilà, j'en ai fini hein, avec cette petite vidéo. Hein, et je vous ai posté quelques petits extraits de films hein, pour vous expliquer que en réalité on serait en train de nous préparer, surtout du côté américain. Hein. Parce que j'ai parlé aussi d'une autre série américaine, Au cœur du temps. Bah, là, carrément, on vous parle du programme Montauk, où les scientifiques avaient fait des essais hein, de voyage dans le temps, hein, de télétransfert dans le temps, hein, puisque tout avait commencé avec l'expérience de Philadelphie. Hein. Pour ceux qui viennent d'atterrir sur ma chaîne, je récapitule ce que c'est que cette expérience de Philadelphie. Dans les années 40, les scientifiques ont testé un énorme champ magnétique sur un navire pour le rendre invisible des radars ennemis. Bon, Tesla avait conduit ce programme, il avait été rejoint pendant un petit moment par Einstein et d'autres scientifiques. Hein. Mais bon, Tesla, comme nous le savons, a préféré se retirer de ce programme. Hein. Et quand on retrouvera mort en 1943. Hein. Donc le jour fatidique, lorsque les scientifiques ont demandé aux marins d'enclencher le dispositif qui allait mettre en route les générateurs magnétiques, la puissance du champ magnétique a été telle que le bateau s'est complètement dématérialisé. Et deux des marins qui étaient responsables de l'activation des générateurs se sont affolés et quand ils ont vu que ça n'allait pas comme ça devait l'être, ils ont préféré sauter du bateau. Mais le problème, c'est qu'eux, ils pensaient sauter dans les eaux de l'océan. Et à la place de cela, ils se sont retrouvés aspirés, puis propulsés dans une sorte de tunnel d'hyperespace. Hein. Là, d'après ce qu'ils ont dit, quand ils ont sauté dans ce tunnel, ils voyaient comme des rayures lumineuses sur les côtés. Hein. Et que s'est-il passé, puisque cette expérience a été réalisée le 12 août 1943. Lorsqu'ils ont franchi ce tunnel, ils sont réapparus au milieu d'une ville qui était en pleine opération d'invisibilité. C'était une petite ville expérimentale. Et le champ magnétique de l'expérience de 1943 s'est connecté avec l'expérience de 1983. Et ces deux expériences ont créé un tunnel. Hein. Les marins qui ont sauté du bateau en 1943 se sont retrouvés en fait en 1983. Et le professeur von Neumann qui avait réalisé la première expérience en 1943 était vieilli là de 40 ans. Donc les jeunes marins ne l'ont pas reconnu. Et ils ont dit que c'est pas possible lorsqu'il leur a dit qu'il était le professeur von Neumann, puisqu'il venait de quitter le professeur von Neumann, il était beaucoup plus jeune. Et lui, il va leur expliquer que vous n'êtes plus en 43 mais en 83. Et que vous devez retourner sur l'Eldridge, le bateau expérimental, pour détruire les générateurs afin de couper le champ, puisque c'est à cause des générateurs de ce bateau que le champ magnétique d'hyperespace, surtout le tunnel d'hyperespace, se maintient. Et si on ne le coupe pas, il va créer un énorme trou noir hein, qui peut être très très dangereux pour notre planète. Donc ce qui s'est passé, c'est que grâce à un système, ils ont réussi à renvoyer les marins en 40 sur le bateau. Ils ont détruit les générateurs. Et par la suite, l'un des deux marins avait reçu l'ordre de revenir. Mais bon, ce qui s'est passé après par la suite pour lui, bon, c'était un peu fatal. Hein, puisque il est arrivé, lorsqu'il est arrivé, il s'est mis à vieillir à une vitesse accélérée. C'est-à-dire les 40 années qu'il a franchies en quelques heures, se sont comment dire, matérialisées.
C'est-à-dire, de 20 ans, il a commencé à vieillir en l'espace de une semaine, 2 semaines. En l'espace de 2 semaines, il a fini par devenir un vieillard de 70 ans, 80 ans. Et bah, là, c'était fini pour lui, hein, parce qu'il vieillissait tellement vite, c'était en vitesse accélérée, parce qu'il faut comprendre le phénomène. Hein, c'est des gens qui ont voyagé dans le temps. Donc à cette époque, on ne connaissait pas grand-chose, on ne savait pas comment contrôler certaines choses pour que les gens ne vieillissent pas, parce qu'aujourd'hui, ils le savent. Hein. Parce que n'oubliez pas que l'expérience a eu lieu en 43 et en 47, quelques années plus tard, on a ouvert la base de Montauk pour retravailler sur le système, du moins le système des voyages dans le temps. Hein. Donc vous vous doutez bien que depuis une soixantaine d'années, ils ont fait des progrès énormes. Et ces gens qui ont travaillé dans cette base de Montauk étaient plus ou moins conscients du 11 septembre 2001, puisqu'ils le savaient. Pourquoi n'ont-ils pas agi pour l'empêcher? Bah, déjà parce que le 11 septembre, c'est un châtiment divin qui a été envoyé aux États-Unis. Hein. C'est déjà un fait. Hein. Quand c'est un châtiment divin qui intervient, qui se manifeste, on ne peut pas le modifier. Vous le modifiez, que va-t-il se passer? Vous allez créer une réalité alternée, c'est-à-dire un monde parallèle, où ça ne va pas avoir lieu, mais notre monde ne sera pas touché. Et la deuxième raison, c'est que vous vous doutez bien que le 11 septembre a servi les intérêts des États-Unis, hein, puisque le pays était plongé en pleine crise économique, hein, le complexe militaro-industriel américain était en quasi, je ne vais pas dire quasi faillite, hein, mais il tournait au ralenti, hein, puisque la menace communiste avait disparu hein, avec la chute du mur de Berlin. Donc il fallait à tout prix rechercher un nouvel ennemi hein, pour revitaliser la ferveur populaire hein, et surtout continuer de profiter du système économique, hein, même si celui-ci détruit une partie de l'économie du pays. Hein. Donc c'est pour cette raison qu'ils ont laissé faire. Puisqu'ils savent que s'ils avaient empêché le 11 septembre, les États-Unis seraient actuellement en récession économique. Hein. Et je ne vous dis pas dans quel, comment dire, à quel niveau. Hein. Un niveau désastreux hein, pour leur économie. Et cela, ils l'avaient vu dans les années 50, lorsqu'ils faisaient des recherches, ils ont visité le futur. Et aussi, vous savez qu'ils connaissent aussi le mystérieux grand monarque. Vous allez me poser la question, mais bon, si il est très très puissant, ils auraient très bien pu envoyer des gens pour essayer de le détruire. Oui, mais c'est la même chose. Hein. Je vous ai dit que le mystérieux grand monarque fait partie de la planification des desseins de Dieu. En sachant cela, vous savez très bien qu'ils ne peuvent rien faire. Mais ils le savent aussi, hein. C'est pour ça qu'ils n'interviennent pas, ils n'ont rien fait contre ce grand monarque. Parce qu'ils ont tenté certaines choses, mais bon, ils ont vite constaté qu'il ne fallait pas insister. Hein. C'est un peu comme Adolf Hitler dans les années 40, vous vous souvenez, il a échappé à des centaines d'attentats. Et comme par hasard, à chaque fois qu'un attentat allait avoir lieu, il décidait de ne pas aller à la réunion ou il ne prenait pas la bonne place. Il s'arrangeait pour se déplacer alors que la bombe devait sauter juste où il se trouvait. Comme s'il était guidé par une force invisible qui lui demandait de ne pas se manifester à telle heure ou à telle date. Parce que je pense que la mission d'Hitler consistait à corriger l'Europe et détruire l'Allemagne indirectement et stimuler le retour des Juifs en terre d'Israël. Oui, c'est la fameuse prophétie de l'Ézéchiel, mais je ne vais pas en parler, puisque comme vous le savez, on m'a déjà censuré une vidéo à cause de cela. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.